Bonjour Kevin, Bonjour Vincent, comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. On te reçoit aujourd'hui pour le premier épisode de notre podcast Le Goût du Beau, produit Super. par Liseré Rouge. Je suis vraiment content de te recevoir parce que bah, tu étais une des premières marques à rejoindre le projet C'est vrai. au début de l'année, donc c'était important pour moi qu'on commence ensemble et je suis super content voilà, qu'on fasse ça aujourd'hui. Avant qu'on commence, bah, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui nous suivent sur Instagram parce que bah, grâce à vous, on peut avancer sur plein de super projets, donc merci infiniment à vous. Et puis bah, on compte sur votre bienveillance parce que c'est nos premiers épisodes, donc ça sera sans doute pas parfait. Et si vous avez le moins de commentaires ou conseils, n'hésitez pas à nous le dire. Kevin, aujourd'hui, moi, je voulais qu'on parle notamment de ton parcours, de ta marque, de la vie d'un créateur, du jean et peut-être de la mode en général, Trop bien. si ça te va. Ouais. Est-ce que je te laisse te présenter brièvement et après on peut revenir sur ton Ouais, parcours? rapidement, je m'appelle Kevin Séropian, créateur de la marque Epoch, spécialisé dans le jean de haute qualité, fabriqué en France. Et ça fait depuis 1 an et demi que je suis sur le projet à 100%. Dans ton parcours, avant ça, tu faisais quoi? Alors en fait, il faut savoir que j'étais plutôt doué à l'école et je me voyais plus dans une filière scientifique. Et donc, bon, j'ai essayé de faire médecine, mais finalement, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc rien à voir avec ce que je fais actuellement, en physique-chimie. Et de base, je voulais faire une thèse Ok. de recherche. Bon, j'ai fait plein d'expériences qui m'ont pas forcément plu. Donc je me T'avais un suis... sujet en particulier que tu voulais En fait, aborder? moi j'aime bien la chimie des matériaux. Bon, c'est pas hyper stylé, mais Non, non, mais... moi je trouvais ça cool. Tu avais à la fois l'aspect théorique de la physique, etc. Et tu avais l'aspect pratique des expériences de chimie, quoi. Ça, je trouvais ça très cool. Mais dans les faits, quand tu es au labo, c'est très redondant, quoi. Si tu fais plein d'expériences, tu fais varier un paramètre plein de fois et tu vois les différences et tu fais théorie derrière. Mhm. Donc ça me plaisait pas finalement. Et donc je me suis plus orienté vers le management, côté innovation. Donc ça m'a permis de faire du conseil en financement, par exemple, où j'ai appris plein de trucs. Et à un moment, bah, j'en ai eu marre et j'ai voulu entreprendre moi-même. C'est déjà un projet que j'avais depuis longtemps et j'ai voulu entreprendre. Et j'ai essayé plusieurs choses initialement, plutôt orienté tech, en lien avec ce que je faisais avant. Et je sais pas si tu as ça, mais quand tu as une super idée, tu te dis, bah, elle n'existe pas, quoi. Et tu cherches sur Google, et en fait, ça existe déjà 3 ou 4 fois. Bah oui, forcément. Et donc, à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, fais un truc qui te plaît, peu importe si ça existe, mais juste tu le fais mieux, quoi. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans Epoch. Et donc ça, à l'époque, t'as commencé à travailler dessus pendant que tu étais encore dans ton ancien poste, en parallèle, ou t'as démissionné, tu t'es mis dessus Non, j'ai commencé d'abord en parallèle. Ok, Euh, Il y a quand même un truc, c'est que je suis ingénieur de base, donc il y a plein de choses que je savais pas. bien sûr. Et donc, pendant un moment, je me suis documenté, j'ai essayé des choses. Et en parallèle, et à un moment, j'ai vu que j'avais besoin de beaucoup plus de temps pour me lancer correctement. Et c'est là où j'ai commencé enfin, j'ai complètement démissionné de l'autre. Et Ok, et t'as commencé à travailler ouais. dessus. Mais justement, c'est intéressant parce que t'as essayé plusieurs choses. C'est quoi ta relation avec la mode? Parce que tu vois, toi, ça aurait pu être quelque chose de plus tech. Est-ce que t'as toujours été intéressé par ça? Est-ce que c'est des frères et sœurs qui t'ont amené dedans? Est-ce que... Alors moi, je suis issu d'une famille d'immigrés arméniens. Mhm. Il faut savoir que là où j'habite, où j'habitais avec mes parents, tous les Arméniens, enfin, il y a une grosse communauté, et ils travaillaient tous dans le textile, notamment dans le tricot. Et mes parents dérogeaient pas vraiment à la règle, donc ils travaillaient là-dedans. Donc j'ai toujours plus ou moins baigné dans le milieu. J'allais souvent à leur atelier. Je voyais comment ça fonctionnait. Et en fait, eux, ce qu'ils développaient, c'était vraiment des pièces de très bonne qualité, pas très excentriques, basiques, de très bonne qualité. Donc j'avais vraiment ce rapport-là à la mode. Moi, je me rappelle quand j'achetais des pulls, des t-shirts, mon père, le premier réflexe, c'est il regardait l'étiquette, voir qu'est-ce Les qui était dedans. compositions. Ouais, exactement. Et voilà, c'était un peu ça mon rapport. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment été attiré par l'extravagant. Comme tu peux le voir dans Paris, il y a des gens, ils portent ça très bien. Moi, Bien sûr. ça me va pas trop. Enfin, je me vois mal là-dedans. Mais voilà, moi, mon rapport, c'est vraiment des belles pièces qui ont des belles matières et qui finalement, ça se voit de l'extérieur, quoi. C'est un Mhm. bon rendu Bien sûr. grâce à ça, quoi. Ça, c'était tes grands-parents qui étaient... Alors, mes grands-parents, mon grand-père était culottier, donc tout ce qui est pantalon de costume. Les vestes, c'était les tailleurs qui faisaient ça. Ok, non, c'était à part. Voilà. Et mes parents, c'était le tricot. Et donc, ils ont fait toute leur vie sur le tricot? Ouais, en fait, ils ont commencé à bosser là-dedans dès le plus jeune âge.
parce qu'il y avait du boulot, hein. C'était pas parce qu'ils appréciaient ça spécialement. Et bah, après, de fil en aiguille, la concurrence en Asie a commencé à être de plus importante, de plus en plus importante. Et donc, dans les années 2000, ils ont dû complètement arrêter parce que, en fait, eux, leur modèle, c'était d'essayer de faire concurrence à l'Asie. Mais Donc, forcément, tu as des coûts de revient qui sont... exactement. Donc, à un moment, tu vends de plus en plus à perte et à la fin, bah, tu te dis, ça sert à rien de faire ça, quoi. Et là, ils ont fait totalement autre chose. Ils sont tellement orientés vers autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes parents voulaient pas du tout que je me lance. Ah ouais, parce Enfin, qu'ils ont été échaudés, eux, de leur côté. exactement. Et puis, pour eux, c'était pas un métier passion, tu vois. C'était un truc. Ils faisaient ça pour gagner de l'argent, tout simplement. J'ai lu dans une interview que tu avais fait que tu étais inspiré par Tricot Jean-Marc. Ouais, j'adore ce qu'ils font. Et exactement. donc, bah, du coup, s'il nous écoute, on passe le bonjour à Mélik, qu'on avait vu et j'espère qu'il nous rejoindra sur Liseré Rouge. Ouais, j'espère aussi. Et du coup, tu les connais un petit peu, Tricot Jean-Marc ou Alors, je les ai rencontrés 2-3 fois. D'accord. Mais il n'y a pas de lien avec ta famille ou de choses comme ça. Et mes parents les connaissent parce D'accord. que bah, ils étaient concurrents, slash collègues. Confrères, Ouais, ouais. exactement, tu vois. Hmm. Donc ils se connaissent. Je me demande même si mon père il le connaît pas depuis l'enfance, Jean-Marc par exemple. C'est vraiment une supposition, hein, j'en sais rien. Mais ils se connaissent en tout cas. Et en fait, c'est en me lançant, je vois une marque Tricot Jean-Marc. Je me dis, mais c'est trop une marque d'Arméniens de l'époque, tu vois. Ça peut coller avec, Ouais. avec le profil. Donc j'en parle à mes parents, ils me disent, bah oui, c'est Jean-Marc. Non, son fils, il a repris. Je fais, ah bon? Et là, ils me disent, bah il a fait une nouvelle marque apparemment. Et je commence à me renseigner sur Nito Knitwear, donc la marque Melik a lancée, Bien sûr. qui est plus orientée streetwear. Et franchement, j'en ai acheté un et c'est de la très très bonne qualité, quoi. Mais c'est vrai que j'ai jamais acheté de leurs pièces parce que, par contre, ce que j'aime beaucoup, bah, c'est un petit peu comme toi, c'est qu'ils ont une belle direction artistique. Exactement. Et ça, c'est vrai, en fait, c'est une des problématiques, c'est que souvent, quand tu cherches des belles marques avec du Made in France, etc., souvent, bah, malheureusement, la direction artistique laisse un peu à désirer. J'ai certaines marques de pulls, par exemple, qui sont très bien, mais voilà, les photos sont un peu floues, etc., et malheureusement, bah, ça compte dans la Évidemment. saison. Et donc, vraiment, très cool marque et Nito Knitwear, et c'est très sympa, ouais. Il a bien réussi à faire ce virage, je trouve. Ouais, vraiment, vraiment bien. Et dans la mode, est-ce qu'il y a une pièce qui t'a marqué en particulier quand tu étais jeune ou des... Ah, quand j'étais jeune. Ou pas forcément, hein. Mais moi, tu sais, j'avais un délire, j'étais à fond rap américain, tu vois. Et je me rappelle les baggy et les t-shirts oversize, mais genre oversize. Vraiment oversize. Ouais, ça c'était mon truc, j'étais dingue, quoi. Et Donc là, ça, c'était à quelle période, ça, collège ou... jusqu'à mes 16 ans, je pense. Et après, bon, tout s'est un peu reslimifié, tu vois. Et là, quand je vois que ça revient, je suis trop content, quoi. Ouais, tu penses que tu vas retourner... Là, je suis déjà en train de chiner sur Vinted des vieux trucs que c'est j'avais, quoi. reparti. Ouais. Ok, des trucs que t'avais vendus Exactement, tu vois. avec la tendance. Il faut que je les retrouve. Tu vois, les beaux blousons en cuir bien larges, ça, c'est mon truc, quoi. Ouais, exactement. Bah, c'est marrant parce que juste avant de commencer, on parlait de Redskin justement. Et c'est vrai que bah, je les ai rencontrés, c'était très sympa. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, Redskin, C'était chambé, quoi. ouais, quand t'avais une veste Ouais. Redskin, t'étais quelqu'un dans Exactement. le quartier. Donc Ouais. c'est vrai que c'était. Non, c'est une belle marque et je peux voir la référence à la veste en cuir. Et aujourd'hui, ouais, ta garde-robe, ça ressemble à quoi? Parce qu'on va parler pas mal de jeans. Qu'est-ce que t'en as? Ouais. Pas mal. Est-ce que. Des jeans, j'en ai pas mal, j'en ai plein même. Ouais. Que ce soit des époques, des pas époques, j'en ai plein. Bien évidemment, maintenant, je ne porte plus que les époques, vous vous en doutez. C'est bien normal. Mais surtout, j'ai pas mal de surchemises, j'ai des sweats. Ouais, c'est très orienté streetwear finalement, tu vois. Ok. J'ai du sweat, de la surchemise, j'ai des casquettes. En accessoires, j'aime bien les bracelets un peu. Bon, je les ai cachés là, mais un peu plus volumineux, tu vois. Et sur tout ce qui est sweat, par exemple, il y a des marques que tu apprécies en particulier? Là, celle que je porte, Ouais. Noah Clothing, j'aime trop. C'est une marque new-yorkaise. En fait, je suis très inspiré par New York. Il y a Adsam New York, que j'aime beaucoup aussi. Je connais pas du tout. Je regarderai. Franchement, ils ont une DA minimaliste, mais à chaque fois, elle fait mouche, quoi. Et alors après, niveau qualité, je sais pas, vu que j'ai pas acheté, hein, mais en tout Ok. cas, visuellement, je trouve ça très beau. Et bien évidemment, Aimé Léon d'Or. Ouais, forcément, un peu la que référence. Ouais, eux, trop fort. Mais pareil, en termes de direction artistique, c'est... En fait, c'est ça qui fait toute la beauté du truc, quoi. Exactement. Après, c'est des pièces qui sont vraiment chères, donc tu veux pas te les offrir à tous les jours, mais c'est des trucs qui inspirent, quoi. Ouais, mais je suis complètement d'accord. On va parler d'époque maintenant. Donc, comme tu l'as rapidement présenté, donc c'est une marque de Nîmes.
Exactement. donc pour hommes et femmes. Exactement. Voilà, donc fait en France. Avant qu'on attaque vraiment sur Epoch en elle-même, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de justement redéfinir un peu ce que c'est un jean, comment ça se fait, peut-être aussi comment tu reconnais un jean de qualité? Parce que voilà, ce qui est intéressant aussi pour ceux qui peuvent nous écouter, c'est que sur le site d'Epoch, il y a une partie blog qui est très intéressante et où on apprend voilà, justement à comment reconnaître un jean de qualité, comment l'entretenir. Et donc Ouais. voilà, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dessus sur la base de ce que c'est voilà, déjà un jean et l'histoire aussi du jean, parce que c'est lié aussi avec la culture française et un héritage qu'on Ouais, peut avoir. Donc, exactement. En fait, l'origine du jean, alors c'est vraiment les histoires qu'on peut voir. Il n'y a pas vraiment de vérité. Et je pense un peu de tout. Ça vient à la fois de Nîmes, du dénime. Ça vient de là ce mot, qui faisait un tissu qui ressemblait fortement à ce qu'est le jean actuellement, et de la ville de Gênes en Italie. Et c'était pas les mêmes matières, c'était pas vraiment du coton, mais il y avait déjà ce tissage. Parce que ce qui définit un dénime, c'est vraiment le tissage sergé. Donc c'est un fil de chaîne et un fil de trame qui vont s'entremêler, et ça fait, vous voyez, ce qui est un peu les obliques sur exactement. le Donc il y tissu. a un décalage en fait qui se crée, Exactement. qui fait des stries. Exactement. Et c'est ça la particularité du jean. Et après, il y a un fil qui va être bleu et l'autre blanc. C'est pour ça qu'on peut avoir cette différence de couleur. Et on peut faire la même chose en fil bleu-bleu, en fil noir-blanc. Enfin, voilà. C'est juste le tissage qui va faire que c'est un dénime. Et t'as quoi comme question déjà? Bah, du coup, sur l'origine aussi de ce qui s'est passé, parce que ça a quand même pas mal commencé en France. Ouais. On en parlait aussi juste avant, il y a une forte histoire, notamment avec Atelier Tuffery, Ouais. qui était dans les premiers, il me semble, hein, en France. Et du coup, il me semble que c'était parti quand même de France pour aller après vers les États-Unis avec les vis, etc. Ouais. Et en fait, bah, du coup, ouais, le tissage vient de France. Donc ça se vendait beaucoup, France et Italie, comme je l'ai dit. Hein. Ouais. Ça se vendait beaucoup en Europe. Et quand aux États-Unis, ils ont voulu s'y mettre aussi, ils se sont inspirés de ça. Ils ont exporté tout ça de Gênes, d'où le nom jean. Et ils l'ont réadapté avec du coton américain. Et ça fait le denim qu'on connaît actuellement. Mais, et donc après, avec la pop culture américaine et les soldats américains, ça a commencé à prendre une ampleur mondiale. Et c'est vrai que tu as eu des fabricants comme Tuffery qui s'y est mis très tôt à fabriquer leur propre jean en denim français, du coup. Exactement. Du coup, il y avait quand même un savoir-faire en France sur cette partie. Ouais, carrément, il y avait un gros savoir-faire. Même il y avait des... Alors là, on parle d'il y a longtemps, quand les Bien sûr. tisseurs étaient français, qui faisaient des jeans français 100%. Parce que je crois qu'Atelier Tuffery, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est avant les années 1900. Bah, je crois aussi. Hein. C'est fin des années Ouais. 1800, je dirais, à vérifier, mais... Donc c'est quand même un gros truc. Et en fait, même ce qui est marrant, c'est de voir que les Levi's, avant que les quotas s'envolent et qu'il n'y ait plus de quotas en France, ils en faisaient encore en France, au Royaume-Uni, donc c'était un truc vraiment important. Et il y a même beaucoup de designers français qui ont travaillé le denim. Tu vois, Marité et François Girbeau, c'était des superstars, quoi. Ça, tu l'expliques bien, ouais, justement, dans ton article. Mais je trouve ça dingue, moi. C'est ouais, non, c'est complètement fou l'influence que ça a pu... Michael Jordan, tu vois, t'imagines? Ouais, c'est... Non, c'est... Qui porte des jeans faits par des Français. Et ça, c'était charmé, quoi. Non, c'est impressionnant. Et après, ce que tu expliques notamment, c'est qu'avec la mondialisation, bah, forcément, ça s'est peu à peu perdu. Bah, en fait, à l'arrêt des quotas, tu te rends compte que... Bah... Donc les quotas, peut-être, ouais, juste pour expliquer. C'est qu'en fait, post-Seconde Guerre mondiale, il y avait un peu une politique mondiale qui était de se dire, OK, pour qu'il y ait de moins en moins de guerres dans le monde, on fait en sorte de créer des liens commerciaux entre tous les pays. Et donc, c'était un peu faire en sorte que des taxes françaises soient équivalentes aux taxes américaines pour qu'il n'y ait pas trop d'équivalent et que tu puisses te dire, OK, bah, si je veux faire dans tel pays, je le fais là-bas, machin. Bien évidemment, il y avait des conditions où tu pouvais faire des exceptions. Et tous les pays qui étaient membres de cette organisation-là avaient mis en place des quotas pour pas que toute ta production que tu vends en France soit faite ailleurs. Et à partir du moment où il y a eu la création de l'Organisation mondiale du commerce et l'entrée notamment de la Chine dedans, ils se sont tous mis d'accord pour faire lever ces quotas. Et du coup, la production est partie. Et du coup, mathématiquement, forcément, au moins cher. La même pièce, 10 fois moins cher ailleurs. Bon, bah voilà. Okay. Et donc c'est comme ça que ça s'est petit à petit perdu. Et du coup, c'est pour ça aussi, pour toi, c'était important de le refaire en France, le jean, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons En fait, c'est que j'ai même pas considéré le faire ailleurs, dans le sens où mes parents étaient dans le milieu. Enfin, même si on te montre pas, enfin, moi j'ai quand même vécu normalement, j'ai pas eu de soucis.
Tu vois que forcément, tous les jours, ils galèrent à trouver des clients, à machin. Et donc déjà, ça te met un petit coup. Tu te dis, OK, en fait, la production française, c'est quand même important. Et en plus, même globalement, je suis plutôt chauvin, quoi. Donc j'aime bien tout ce qui est fait en France. Et donc, inconsciemment, je m'étais même pas dit, je vais le faire ailleurs. En fait, moi, je me dis même, tu vois, les marques de luxe qui vendent ça, qui vendent leurs produits très cher, à mon sens, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent ailleurs qu'en France. Mais je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, quand tu vois des prix des grandes maisons, tu pourrais te dire que c'est en France. Certains vont te dire que c'est une perte de savoir-faire et qu'il y a certaines choses qu'on sait plus faire. Maintenant, je sais pas à quel point c'est vrai et à quel point c'est pour... Peut-être qu'il y a des trucs vrais, hein, je suis d'accord. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même eux qui se sont délocalisés et qui ont fait perdre les. Bien sûr. Et puis je pense qu'avec la volonté, bon, c'est facile à dire, mais je pense que tu peux relocaliser des choses. Ouais, Des choses. Il me semblait justement avoir vu que au départ, ce qui a été fait notamment par la Chine, c'est de prendre des gens qui aient une expertise en Italie. Et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça coûtait moins cher de faire en Italie avec les frais de shipping, etc. Et donc, du coup, ils ont relocalisé du savoir-faire qui était en Chine en Italie pour se rapprocher en fait ah, bah, c'est bien. Ouais. du lieu de vente, etc. Donc je pense qu'avec la volonté, il y a des choses à faire. Après, peut-être aussi qu'il y a du problématique pour trouver de la main-d'œuvre qui Non, mais veut c'est sûr. qui veut faire ce type de métier, parce que c'est pas des métiers faciles. Non, c'est clair. C'est sûr qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre. Et après, il faut pas se mentir, quand même, les coûts sont vraiment plus élevés en France. Tu vois, je parle des marques de luxe parce que c'est des prix exorbitants, mais peut-être qu'à côté, ils ont d'autres charges que nous, on n'imagine pas. Bien sûr. Qu'il faut Bah, que c'est vraiment pas possible, ça, tu vois. c'est vrai que justement, tant qu'on est sur cette partie prix, on peut peut-être l'évoquer. Il y a une partie si je la retrouve sur ton blog, où justement tu parles de la comparaison des prix de production. Donc je crois que tu parlais d'une confection portugaise qui était environ à 17 euros par jean, dans ces ordres-là, et qu'en Chine, au Bangladesh, t'imaginais ça à descendre peut-être à 5 euros, et qu'en France, on est plutôt de l'ordre de 35 à 40 euros. Sachant que, comme on disait juste avant, il me semble que j'ai lu quelque part que la main-d'œuvre pourrait représenter jusqu'à 80% du coût de revient d'un jean. Donc, vous, pour époque, comment, en termes de prix, comment est-ce que ça se décompose? Alors 80%, je pense qu'on n'est pas loin parce que en fait, tu vois que Ce qui est énorme. ce qui est énorme. Hein. En fait, quand tu vois que c'est environ 40 euros, 45 euros le jean en France. Ok, donc là, c'est vraiment la production. Voilà. Ok. Si tu ramènes toutes les matières à l'atelier, ils vont dire OK, pour que je te sorte un jean, tu vas me payer entre 40 et 45. Suivant la complexité du jean, s'il est très complexe, c'est un peu plus cher. Donc ça, c'est déjà intéressant parce que toi, il y a une partie qui est faite à la main. Donc, est-ce que j'imagine que ça joue aussi sur un coût de bien sûr. production? Parce que si tu as des choses qui sont peut-être plus automatisées, peut-être que même en France, tu peux baisser ces Ouais. coûts-là. Tu as des ateliers qui sont plus industrialisés et ils peuvent te dire OK, par exemple, si tu veux une poche classique de ma machine, on va baisser un peu le prix. Si tu veux tel type de couture, on va baisser un peu le prix. Par contre, si tu veux une couture spéciale avec une machine spéciale, bon, bah là, le prix sera plus élevé. Et donc, toi, sur Époque, vous avez fait quoi comme type de pari ou de choix sur les coutures, sur les poches, sur les Bah choses? écoute, nous déjà, on a fait le choix au niveau du fil de prendre un fil de bonne qualité parce que c'est comme ça que déjà ça commence à. Enfin, c'est là où tu vois la qualité du pantalon déjà. Ils viennent d'où? Parce que, pareil, à un moment, tu mentionnes que la qualité reste quand même au Japon sur certains Ouais, bah fils. en fait voilà, c'est ça. C'est que tu as des fabricants de tissus en France, ils vont se sourcer en coton, souvent d'Inde, Ouais. parfois d'ailleurs, mais c'est plus ésotérique, tu vois. Là où au Japon et aux États-Unis, par exemple, eux, ils vont prendre du coton américain souvent, qui est Ok. quand même de meilleure qualité souvent. Donc ils ont accès à un fil de base qui est déjà meilleur. Et après, ils ont les métiers à tisser qui font que ils arrivent à faire des grammages plus élevés de jeans, là où en France, c'est quand même assez léger. Après, c'est très bien. Hein. Mhm. Moi, j'ai fait des jeans avec du tissu français. Moi, je les trouve top. Mais effectivement, si je veux aller sur des grammages plus élevés, je peux pas le faire en France. Ok, il y a une limite sur Ouais, jusqu'où tu parce peux que aller. du fait qu'ils ont un coton de moins bonne qualité, s'ils font des grammages plus élevés, ça fait que ton tissu à la fin, il rend pas bien. Donc toi, sur tes tissus, donc ça vient de France ou... France pour les légers Ouais. et pour les plus épais au Japon. Donc toi, tu as ce tissu-là, donc tu le donnes après à l'atelier. Exactement. Et après, suivant le type de couture, ils vont te dire ça, ok, on peut le faire, ça, on peut pas le faire. Moi, les poches arrière sur les premiers jeans, je les ai demandé à l'automate, par exemple.
pour essayer d'économiser un petit peu. Bien sûr. Mais par contre, moi, par exemple, je mets un renfort sur mes jeans. Alors ça, c'est justement on en parlait parce que voilà, il y a aussi une partie importante sur ton blog, c'est aussi l'impact environnemental et de la mode parce qu'il est indéniable, il est là. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire durer ça le plus possible. Exactement. Et donc effectivement, tu t'expliques que tu as mis un renfort, donc c'est à l'entrejambe, Ouais. c'est ça? En fait, on s'est inspiré de ce que faisaient les tailleurs et les culottiers à l'époque. Quand tu amenais un pantalon de costume, eux, ils te mettaient directement un renfort à D'accord. l'intérieur, vu que tu mettais tous les jours souvent. Et on s'est inspiré directement de ça pour faire la même chose sur le jean. Là où, quand tu prends en plus des jeans qui sont pas 100% coton avec un peu d'élastane, tu te rends bien compte quand tu as un peu de cuisse qu'au bout de 6 mois, 1 an, Avec les frottements, ça... ouais, c'est fini, quoi. Donc ça, au moins, ça fait durer un peu plus longtemps. Et en plus, le jean, c'est quand même une pièce qui est... bon, c'est un peu... on le dit à toutes les sauces, mais qui est un peu intemporel, tu vois. C'est pas un élément de mode qui change tous les jours, tu vois. Non, bien sûr. T'as Donc des coupes qui vont évoluer, voilà, exactement, comme on disait, mais- tu vas avoir le slim, le baggy, Voilà, etc. c'est Mais tout. le jean reste quand Ouais. même là, quoi. Et donc, c'est dommage à chaque fois de se dire, au bout d'un an, bah ok, j'en prends un nouveau qui sera comme celui d'il y a 1 an, juste sans trou, quoi. Donc, on s'est dit, ok, on va en plus faire un service de réparation qui ne coûte pas hyper cher, vu que de base, le jean est de bonne qualité. Donc, si dans 5-6 ans ça arrive, finalement, on aura déjà amorti le coup, quoi. Parce qu'effectivement, c'est vrai il y a pas mal de choses. Donc, il y a ce renfort à l'entrejambe. Ouais. Il y a d'autres marques qui proposent ça. Parce que j'ai pas... Enfin, dans les... Je sais pas, quand je réimagine une description de Nudie Jean, Edwin, Levi's, je sais pas, je me rappelle pas de... Non, ils le font pas trop. Ils Ok. le font même pas. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu. Surtout que c'est pas. Enfin, c'est un peu casse-pied pour l'atelier, apparemment, mais Ouais. je m'en occupe pas. Merci à eux de, Ouais, de le faire. Mais tu vois, je me dis, en soi, tout le monde pourrait le faire et ça te permettrait de faire durer ton jean déjà 1 ou 2 ans de plus, quoi. Ouais, bien sûr. Facile, hein. Ah ouais, donc il y a un vrai impact. Et là, c'est le même tissu que tu remets. Alors, quand il est léger, le tissu de base, je me remets le même. Ok. Mais quand il est, par exemple, pour le selvage, qui est vraiment très épais, de base, je mets juste des cotons, des 100% coton, mais D'accord. plus fins, quoi. C'est pour une question d'épaisseur ou Pour c'est... une question d'épaisseur, aussi de confort. Parce que quand tu le mets, c'est un peu. Et que c'est vraiment épais, c'est un peu dérangeant. Donc là, le fait que ce soit plus fin, ça va, ça passe. Et en plus, ça permet de faire en sorte que tes pans ils restent solidarisés plus longtemps, quoi. Donc, tu as environ par jean en termes de matière première. Je suis à environ, alors suivant la qualité du tissu, ça va être entre 15 et 25 euros. 25 euros. Et ça, est-ce que tu comptes dedans les zips, les choses comme ça ou... Disons que c'est tellement, les zips et les boutons, etc., c'est tellement négligeable, Ok. tu les comptes même pas. Parce que tu vas les acheter par 1000, 2000, donc ton coût il va forcément être vachement. Mhm. Ça va être entre 50 centimes et 1,50 € ton bouton, par exemple, tu vois. Donc, Ouais. Mais du coup, c'est vrai que si tu en achètes 1000, tu dois quand même dépenser pour lancer Oui. ta collection Oui, 500 ou 1000 euros voilà, pour ça, un ouais. premier stock. Mais Exactement. après, par jean, ouais, c'est pas si énorme que ça. Donc, ouais, 20-25 euros suivant Ouais. la matière Ça, première. c'est en tissu. Et ta confection, elle te coûte entre 40 et 50, quoi. Hors taxe, bien sûr. Forcément. Donc là, ouais, tu as un coût de revient de 90 euros. Suivant ton jean, entre Pardon, 60, 70, ouais. voilà, entre 60 et 90, quoi. Ouais, Suivant 60. voilà, ce que tu veux faire. Ok. Hors taxe, Hors taxe. change la TVA. Il y a un peu de TVA, forcément. Voilà. Et donc après, là, tu as ton coût. Est-ce que dedans, tu as des frais d'expédition, des frais de stockage ou... Frais de stockage, non, mais effectivement, on offre les frais Donc, on a les frais d'expédition pour nous recevoir la matière. Ouais. Après, c'est... Parce qu'après, il t'arrive... Donc après, tu le stockes là, dans votre atelier. Voilà, c'est Dans ça votre pour atelier. l'instant. Et donc là, l'atelier qui produit te facture les frais d'expédition ou... Oui, les aussi. factures. Donc là, tu as en plus ça qui arrive. Voilà. Ok. Et tu as, après, à la revente, tu as les frais d'expédition que tu offres. Tu n'es pas obligé, mais bon, c'est toujours un peu sympa de... Mais sur les d'offrir. ordres. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est une petite marque, donc les volumes qu'on demande aux ateliers, ils sont pas énormes. Mais c'est ça que je voulais voir aussi avec toi, parce que dans la production, et notamment de ce que je comprends de la production française, mais peut-être que je me trompe, il y a quand même des minimums de production, parfois. En tout cas, c'est vrai, sur tout ce qui va être maille ou choses comme ça. Dans le jean, comment ça se passe? En fait, suivant l'atelier, tu peux aller de 50, c'est le minimum, souvent, à au moins 150, tu vois, ça dépend du...
Après, si tu veux faire plus, tu auras toujours des ateliers qui vont bien te suivre, tu vois. Mais 50, tu peux en trouver. 100, tu peux en trouver. 150, tu peux en trouver. D'accord. Mais effectivement, ça fait que ça chiffre rapidement, quoi. Bien sûr, mais c'est-à-dire que tu dois avancer quand même un premier Ouais. stock, Ouais, comme on disait avec le zip, la matière première. Parce que exactement. la matière première, comment elle est stockée? Est-ce que c'est à l'atelier qui confectionne? Ils gardent ton stock et ils utilisent quand tu as des besoins, ou tu le gardes Non, chez... souvent, en gros, tu vas demander à ton tisseur d'envoyer directement à l'atelier pour pas qu'il y ait intermédiaire. Bon, t'espères que l'atelier il soit quand même sérieux pour vérifier si le tissu est de bonne qualité quand même. Parce que c'est sous forme de rouleau? Ouais, c'est des gros rouleaux. Ok. Et ensuite, ton atelier de confection, il peut le stocker chez lui le temps de la confection. Et après, tu peux demander à le récupérer les restes ou pas. Vous, il reste entre deux productions, tu le laisses là-bas? Oui, je laisse là-bas vu que ça va être le Ok. même tissu pour après. Donc, Ok. Et ça, c'est facturé par les ateliers ou non. ça... Ok, donc ils gardent, parce que eux Ouais. aussi, ça va prendre la place, donc on Oui, pourrait... c'est vrai qu'ils auraient pu le facturer. Mais bon, on va pas leur donner de mauvaises idées. Au Mais, pire, ils te le renvoient hein, si jamais ils veulent pas le garder. oui. Non, Mais c'est après, bon. j'imagine que c'est assez conséquent quand même. Donc, Après, si t'es malin, tu commandes pas trop. ouais, de Enfin, base. plus de tissu que de nécessaire, tu vois. Donc, Et pareil, sur le tissu, est-ce qu'il y a des minimums? Ou c'est pas un en frein? vrai, il y a des minimums, mais Mhm. ils sont. Alors parfois, il n'y en a pas. Quand c'est des tissus qui sont faits tout le temps, ils peuvent te couper 50 mètres facile. Et parfois, il y a des minimums, mais typiquement au Japon, c'est 50 mètres minimum. Mais quoi qu'il en soit, vu que ton minimum de commande, ça va être 50 pièces, Oui, de toute façon. en fait, t'as même pas assez, quoi. Et donc là, dans ces cas-là, tu raisonnes en mètres pour le Ouais. tissu de base? Ouais. Ok. Et un jean, c'est combien de Alors mètres? aussi, il y a ça. Alors, suivant la largeur de ton tissu, ce qu'on appelle la lèse, si tu as une lèse qui est très large, tu peux couper plus de pièces. Tu vois, Et du coup, il faut moins de mètres. Moins de mètres. Ouais, parce que tu as plus de Voilà. de Donc, quand largeur. tu as une grande lèse, tu peux compter 1m10, 1m20. Pour un jean? Pour un jean, ouais. Si Ok. tu arrives à bien optimiser. Souvent, ils ont des logiciels qui optimisent bien le placement des patrons Mhm. pour avoir un gain de matière, quoi. Et quand tu as des lèses plus basses, comme c'est le cas dans les tissus japonais, faut souvent doubler. Donc c'est Ok, donc c'est 2 comme mètres. 2 mètres 5. Ouais, 2 mètres, 2 mètres 50. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc du coup, tu as un prix de revient aux alentours de 90-95 euros, avec, une fois que tu as pris en compte, 80. Ouais, c'est plus. Moi, justement, j'ai fait des choix où j'ai un peu fait des concessions parfois pour être à un coût de revient en dessous de 75 euros. Et après, en prix public, donc que vous pouvez retrouver sur Liserie Rouge ou sur le site d'Époque, aujourd'hui, on est de l'ordre de 180 à 200 euros, c'est Ouais, ça? TTC. Et c'est marrant, à chaque fois, je précise. TTC, hors taxe. Au moins, ça. Tu sens que je suis devenu fou avec ces trucs. Mais c'est vrai que ça peut être un peu casse-tête. Ouais. Et oui, voilà, 180 et 200 euros. En fait, c'est vrai que la barrière de 200 euros psychologique, elle est importante. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de faire en dessous. Maintenant, voilà, on a aussi faut aussi savoir qu'il faut que ça tourne derrière. Donc, 200 euros, c'est ce qu'on s'est fixé comme max. À voir si on fait des pièces encore plus travaillées, peut-être qu'on ira au-dessus de 200 euros. Ça serait plus travaillé, ça serait sur le design, ou est-ce que ça serait sur des renforts encore ailleurs? Voilà, le design par exemple, mais c'est plus les renforts ou tu vois, si tu veux mettre un peu de détail, parfois Ouais. c'est sympa que tes finitions elles soient encore plus détaillées. Bien sûr. Et là, ça fait des coûts supplémentaires, tu vois. Bien sûr. Mais après, c'est vrai que ça peut être aussi ta marque de fabrique, et ça peut on Ouais. peut reconnaître ton jean Exactement. parmi d'autres, comme certains peuvent le faire. Du coup, c'est vrai qu'on en parlait aussi juste avant d'enregistrer. En termes de coef, donc tu me disais que tu es entre 2 et 3. Ouais. Donc là, on parle vraiment par rapport au prix de revient et au prix de vente. Donc c'est vrai que 2 et 3, c'est hyper honnête. Parce que c'est vrai qu'il me semble que dans l'industrie, alors peut-être pas du jean en particulier, mais en tout cas en général, je crois qu'on est plutôt de l'ordre de 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. En fait, 2, c'est le minimum. Ouais. Si tu veux espérer vivre de ton business. 5, c'est l'idéal. Okay. Et au-delà de 5, c'est génial, tu vois. Parce que je crois que le luxe, ça peut aller de 6 à 10. Ouais. Donc voilà. Donc, moi, je me rappelle, c'est vrai, quand j'étais chez Balenciaga, c'était ces ordres d'idées-là. Mais bon, c'est vrai que tu as beaucoup de frais de marketing, une marge qui est beaucoup plus conséquente. Et c'est aussi pour ça que moi, je voulais qu'on travaille ensemble. C'est parce que c'est ce qu'on essaye aussi de proposer aux gens, c'est-à-dire des rapports qualité-prix qui sont cohérents et intéressants. Même si c'est vrai qu'à terme, l'idée, c'est qu'on rassemble l'intégralité de la mode sur Liserie Rouge.
et ça sera au consommateur de décider, un petit peu comme sur Spotify où Ouais, c'est bien pas à nous sûr. de dire que tu dois écouter que de la chanson française ou que de la country. Donc ils ont réussi à tout rassembler, c'est toi qui fais ta playlist. Donc c'est ce qu'on va faire à terme. Mais c'est vrai qu'au début, je voulais vraiment proposer ce type de produit. Et c'est vrai que voilà, on se rend compte que 2 ou 3, c'est vraiment très 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 honnête. Et dans les marques, c'est vrai qu'on cite souvent qui ont des bons rapports qualité-prix. On le voit sur leur site. Je pense notamment à For Life, avec qui normalement on va travailler. Du coup, merci encore à eux. Ou à Ast. C'est vrai que voilà, sur leur site, ils expliquent qu'ils sont entre 2 et 3. Donc c'est vrai que c'est des... Ouais, honnêtement, c'est le minimum. Ceux qui font moins, souvent, ils tiennent pas dans le temps, quoi. Ouais. Et après, voilà. Mais c'est parce que aussi, il y a des frais de. Et en fait, quand tu fais plus de 3, il faut se dire aussi qu'il y a des marques qui se vendent via des boutiques. Donc forcément, la boutique aussi se rémunère. Donc c'est ça aussi, c'est que donc dans les différents frais que tu as quand tu es une marque, tu as la distribution Exactement. qui est importante. Donc ça, de ce que je comprends, c'est environ quand tu es dans une boutique physique, c'est de l'ordre de 50% à peu Ouais, près. Ok, donc voilà, donc quand vous achetez un jean 180 euros, il y a environ déjà 90 € qui reviennent à la boutique. exactement. Ce qui fait que toi, tu es quasiment au point mort. Pas loin, quoi. Pas loin. Pas loin, ok. Mais bon, après, c'est aussi Après, c'est aussi une manière de se faire connaître. Hein, tu vois, si tu dépenses pas là-dedans, enfin, tu dépenses là-dedans, tu dépenses pas dans les pubs ou je sais pas. Tu dans vois. la communication. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Et puis après, est-ce qu'il y a aussi une manière aussi d'écouler du stock? Parce que s'ils achètent en ferme, peut-être que ça peut permettre d'arriver à des minimums de production, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il y en a qui. Pas qui crachent, mais qui se disent ok, non, mais attends, à me prendre 50% de mon prix de vente, ça va être pour eux. Bah, il faut se dire que c'est eux qui t'écoulent ton stock, c'est eux qui te font de la publicité indirectement. Donc, quand même, c'est pas négligeable. Donc, Bien sûr. c'est aussi ça qu'il faut se dire, quoi. Non, non, tout à fait. Et quand c'est en ligne, j'aimerais pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est de 15 à 30%. Je sais pas si Ah, les marketplaces, tu veux dire? ouais, en dehors, sur le marketplace, je sais pas si il y en a en dehors de l'Israël Rouge sur lesquels On est en contact avec une autre, c'est pas encore signer. lancé. Ok. Ouais, c'est environ 20%. Mais ça, c'est intéressant. C'est vrai que nous, le pari qu'on a fait avec l'Israël Rouge, c'est d'avoir une approche qui est un petit peu différente dans le sens où on s'inspire beaucoup de Yuka sur l'alimentaire en disant qu'on va proposer des fonctions premium et là, l'utilisateur payera. Il y aura aussi la monétisation de la data et ça, Ouais. on espère que ça aidera les marques d'avoir une vision aussi globale sur les tendances du moment. Ah, c'est sûr. Puisque ça se fait pas mal. C'est pour ça que nous, on a pris le pari de prendre aucune commission. Maintenant, on verra. Et c'est vrai que voilà, il y a quand même des frais fixes, donc il y a quand même un enjeu de gestion des coûts, quoi. Bien entendu. Et sur la partie justement, bah, tant qu'on est sur cette partie-là, communication, Ouais, donc on sait que c'est un enjeu qui est important, ouais, parce que c'est ce qu'on dit aussi aux marques avec qui on veut travailler, c'est que ça sert à rien de faire des bons produits si personne ne le sait. Donc exactement. nous aussi, on essaye justement avec des podcasts comme aujourd'hui et peut-être des reportages à terme de mettre en avant certaines marques. Maintenant, voilà, la pub restera importante, notamment sur Instagram. Et on sait aussi que j'ai l'impression que des retours qu'on a, que depuis le Covid, les frais de pub sur Instagram ont beaucoup augmenté. Ok. Donc ça, c'est une tendance apparemment qui s'est développée. Toi, comment t'as fait au départ justement pour te faire connaître? Déjà beaucoup de bouche à oreille. Parce que c'est vrai que de base, on en a peut-être pas assez parlé, mais c'est quand même un projet familial. Parce que Ouais. qui fait quoi aujourd'hui dans le projet? On aurait peut-être dû Alors, commencer par ça, mais ouais, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû dire ça. parce que c'est vrai que c'est important. Alors en fait, de base, on s'est lancé avec ma mère parce que moi, je sais ni coudre, je sais ni dessiner, je sais juste faire de la chimie. Non, C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. en gros, dans ce milieu-là, je connaissais rien. Donc je savais comment gérer une boîte à peu près. Et elle avait toute l'expertise justement, machin. Mais elle m'a dit directement, écoute, si on se lance, ok, mais on est monoproduit. Parce que si tu commences à faire une collection entière, il faut faire des dessins de partout, il faut faire des tenues, enfin, c'est beaucoup plus complexe, rien qu'à mettre en place. Donc on était monoproduit, et au départ, c'est elle qui m'a appris à coudre. D'accord. Elle m'a montré aussi comment faire un patronage. Ah, donc tu t'es vraiment formé sur apprendre. Ouais, Ok, en dessin, elle savait pas le faire, donc on a demandé à quelqu'un initialement. d'accord. Maintenant, j'ai appris à dessiner sur YouTube. Oh waouh. Ok, donc tu as Mais regardé des tutos. voilà, mais sur Illustrator. Parce que maintenant, tout ça, c'est digital. Parce qu'il y avait aussi ce truc-là, c'est que mes parents étaient à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Eh oui, c'est sûr. Donc, ils faisaient tout à l'ancienne. Donc, tu vois, quand on est parti voir, je sais pas, une modéliste avec nos patronages cartonnés,
il fallait déjà lui demander de le mettre sur ordi, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, tu as cette numérisation. Voilà, c'est que Ouais. nous, on savait pas le faire. Et donc, on a commencé comme ça. Dès qu'il y avait des rendez-vous avec des partenaires ou des ateliers ou des prestataires, on le faisait ensemble. Et en fait, au début, elle gérait toute la partie contrôle qualité. Et moi, je gérais toute la partie financière, stratégie. Et petit à petit, bon, elle est quand même à la retraite, ma mère. Euh, j'ai eu une fille aussi. Donc, petit à petit, elle s'occupe plus de sa retraite. Elle a bien raison. Voilà. Et je la sollicite plus ponctuellement sur des sujets précis où je lui demande qu'est-ce que t'en penses. Et elle me donne son avis, qui est parfois comme moi ou parfois pas comme moi, et on en discute, quoi. Donc elle est quand même. Et ça, c'est grâce au fait que je me suis formé sur tous les métiers de la mode. Mais c'est impressionnant parce que moi je suis comme toi, je serais bien incapable de dessiner. Il t'a fallu combien de temps pour te former dessus? Franchement, il m'a fallu peut-être. Après, je fais des dessins basiques, hein. Ouais, C'est juste, en fait, les dessins que je fais, c'est pour que quand je vois un atelier, on parle le même langage, quoi. d'accord, ok. Et qu'on ait une base de travail. Pour avoir une idée à quoi ça ressemble, il y a déjà des codes ou c'est vraiment une forme globale avec on mettra un patch là ou Tu as des comment? cotes Ok, sur lesquels tu peux commencer. Et après, tu peux essayer de jouer. Bah, tu as des points, tu peux rajouter des points pour les bouger un petit peu. Et à la fin, ça te fait que tu fais ta propre réalisation. Mais c'est bien fait, hein. ouais, ok, Franchement, c'est très bien fait. Tu apprends relativement vite. ok. Peut-être en 3-4 jours, j'ai réussi à avoir un résultat qui était Ah oui. acceptable. Non, mais c'était pas parfait, hein, Bien mais sûr, c'était ouais, mais bon, acceptable. 3-4 jours, c'est rapide aussi. Et après, comme je te dis, c'est vraiment aller à l'essentiel, quoi. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est justement comment tu crées tes collections. Donc aujourd'hui, tu n'as plus de modéliste avec toi. Non. Ok, donc c'est donc toi, de base, vraiment quand tu crées tes collections, comment ça part? Qu'est-ce qui va t'inspirer? Est-ce que ça va être, je sais pas, un film, un clip, peut-être tu parlais du rap justement, ou je sais pas, comment tu démarres? Alors, souvent, je démarre avec un. Enfin, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je regarde des jeans tous les jours. Voilà, tout ce qui sort, je le regarde. Ok. Dès que je vois un film, effectivement, je regarde comment c'est. Et donc pour te tenir informé sur le jean, justement, ça va être quoi? Sur Instagram, sur... Instagram, il y a des blogs. Ok. Long John Denim Blog, par exemple. Il y a Edels en blog aussi. Euh, donc Instagram, beaucoup. Il y a des magazines? T'as des magazines, mais t'as le Popeye, forcément, Ouais. qui est très bien. Après, je suis pas abonné, donc tu vois, je vais essayer de checker des trucs sur Pinterest de Popeye. Ça coûte un peu cher, quand même. Ah bah faut bootstrapper au Ouais, départ, hein, donc faut faire exactement. des économies à un moment. Exactement. Et après, parfois, tu vois, là, pour le coup, pour la première collection, moi, je me suis souvent inspiré du Casual Friday, tu vois. Ok. C'était ça mon idée de départ. C'est de se dire qu'on puisse le mettre vraiment tout le temps, que ce soit au boulot ou dans la vie de tous les jours quand tu sors. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des inspirations au niveau des films, au niveau Pinterest, de ce qu'ils me proposaient, tu vois. Des tenues qui marchaient aussi bien de manière habillée et de manière décontractée. Pour que ce soit le plus polyvalent possible. Exactement. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et la prochaine collection, par exemple, vu que je m'inspire beaucoup maintenant du Japon, de ce qui se fait là-bas, justement, là, je me suis inspiré de marques comme Evisu, Momotaro. J'essaie d'aller un peu sur cette pente-là, tu vois. Un peu la jeunesse japonaise là, qui se réapproprie un peu la mode et la mettre un peu à la sauce française, quoi. C'est intéressant. Du coup, dans la sauce française, ça va se traduire comment? Est-ce que tu peux Ça va déjà se le traduire dire? dans, typiquement, au Japon, on va avoir des coupes qui sont très larges, mais parce qu'eux, ils sont plutôt petits. Donc, quand tu vois une inspiration japonaise, tu dis, OK, moi, il faut peut-être que j'allonge un peu plus ma jambe. Toujours en gardant ce côté large, Mhm. mais allonger un peu plus pour me donner un peu plus d'élan sur les populations plus européennes, quoi. Ouais, bah, adapté à la silhouette. Exactement. Et ensuite, il y a le truc de, tu vois, pour les femmes, ce qu'ils aiment bien, c'est avoir des fesses qui sont marquées. Là où au Japon, ils vont se dire, OK, nous, on est large complètement, on s'en fiche. Donc, tu vas aussi essayer de rétrécir un peu ton haut de cuisse pour galber un peu tes fesses. Et forcément, quand tu prends des tissus 100% coton, si tu fais trop serré, tes fesses sont aplaties. Donc, c'est pas joli. Enfin, c'est comme ça que tu réadaptes un peu tes morphologies. C'est intéressant. Donc, du coup, donc, tu te tiens au courant, tu commences à avoir des idées d'inspiration. Voilà, je Et prends. après, tu vas sur Illustrator ou tu commences à la main le dessin ou tu commences à. Alors, d'abord, donc j'ai toutes mes inspi et tout. Ensuite, je commence à la main, juste la silhouette, parce que tu as aussi des tutos de silhouette Ah sur ouais, YouTube. ok. Donc, ça, pareil, tu as appris à dessiner Ouais, à la main. ouais. Ok. Tu as des méthodes.
Ça m'a pris plus de temps que 4 jours. Hein. Ouais. Ok. Et du coup, ça te permet de voir quoi, les premiers volumes? Ouais, exactement. Ok. De où tu vas marquer un peu les points, etc. Et ensuite, tu passes sur Illustrator à partir de ton dessin pour essayer de faire un dessin de mode plus élaboré, avec plus de détails de ce que ça ressemblerait à la fin. Et là, pour qu'on imagine, sur Illustrator, c'est vraiment que la pièce ou ça peut être la pièce dans une tenue? C'est que la pièce que C'est je vraiment fais. que la pièce, ok. Ouais. Et donc, une fois que tu as ce dessin sur Illustrator qui est prêt, c'est quoi l'étape d'après? Tu fais tes gradations. Donc là, c'est pour la partie, entre guillemets, guide de taille, en disant, dans le 40, ça sera telle longueur. En fait, c'est qu'une fois que tu vas sur Illustrator, tu vas dire, OK, je vais quand même faire une maquette avec des tissus un peu, on s'en fiche, tu vois, pour essayer de voir comment ça rend réellement. Et à partir de cette maquette-là, moi, je fais des gradations. Je mesure toutes les mesures que j'ai besoin. Et après, là, j'envoie à l'atelier. Ok. Donc la maquette, est-ce que c'est le prototype? C'est avant le proto. C'est avant le proto. Ok. Ouais. Ta maquette, ça va être vraiment juste les formes. Parfois, c'est même mal découpé, tu vois. C'est juste vraiment pour valider le truc. Mais donc là, c'est vraiment que tu prends le tissu physiquement Ouais. et tu commences à faire une ébauche de Ouais. ce que ce sera. Ok. Juste, tu mets pas tu mets pas les vraies coutures, par exemple. La Ouais. ceinture, moi, je mets pas une vraie ceinture. Ouais, bien sûr. Tu vois, je mets juste Ok. le strict minimum. Avoir une idée Exactement. de la taille. Donc la longueur de la jambe. Exactement. Ça te permet de mesurer et ensuite, tu donnes ça à l'atelier qui, eux, font un vrai prototype. Avec le vrai tissu qui réagira pas pareil que la maquette. Et là, tu vas réadapter ton proto jusqu'à arriver à ton produit fini. Donc sur la maquette, tu dois en faire au moins pour chaque modèle, une Ouais. pour homme, une pour femme. Ouais. Donc après, tu vas avoir l'atelier avec ça, tes Ouais. gradations, et Ouais. là, on commence les prototypes. Ouais. Donc à ce moment-là, ils ont déjà reçu ton tissu, le tissu que tu vas utiliser ou Ouais. comment... Ouais. Donc c'est-à-dire que tu as déjà décidé le tissu avant de commencer le prototype. En fait, tu peux me te dire, je prends plusieurs tissus, plusieurs échantillons de tissus, Oui, c'est parce et que je c'est fais vrai plusieurs fois le même prototype avec tous ces tissus-là. Mais moi, je trouve ça pas très cohérent dans le sens où si même ton proto, il a pas la bonne morpho, c'est pas très intéressant de le diviser en plein de tissus, tu vois. Ouais, Je bien sûr. préfère avoir un bon proto, la bonne morpho, et après, si je veux essayer d'autres trucs, je leur demande. Et qu'on se rende compte combien il faut compter de prototypes. J'imagine que ça dépend peut-être des modèles et peut-être qu'avec le temps, t'en fais moins parce que tu connais Ouais. mieux. Bah, en fait, déjà les silhouettes hommes, c'est beaucoup plus simple. Alors ça, effectivement, je voulais un petit peu qu'on en parle par rapport à la femme, parce que la première fois qu'on avait bu un café ensemble, tu m'as dit qu'il y avait un enjeu sur la femme. Du coup, ouais, ça serait intéressant que tu nous expliques entre l'homme et la femme la différence. Tu as déjà parlé des fesses. Bah, en fait, c'est que les morphologies d'hommes, globalement, tu arrives à les définir en 3, 4, 5 catégories max. En 5 catégories, tu as globalement toutes les morphologies. Ça va être quoi, par exemple? Ça va être, par exemple, la morphologie qui est plutôt fine, tu vois, pas trop de cuisses. Tu vas plutôt avoir, en revanche, celle qui est plus cambrée avec des grosses cuisses. Ok. Parfois, tu as des gros mollets, tu vois. Mais globalement, tu vas réussir à te sortir en faisant un slim, un droit, un taille haute, un taille basse. Tu as fait un peu tout le monde, tu vois. Ouais, t'as couvert un peu le marché. Ouais. Là où les femmes, j'ai failli arrêter. Hein. Ouais, mais je me rappelle qu'au début, justement, je ne savais pas si tu voulais en parler, mais je me rappelle qu'au début, quand on avait pris le café, tu me disais, ouais, est-ce que je vais continuer sur la femme parce que c'est quand même beaucoup plus prise de tête que l'homme et plus compliqué, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir un jean qui va bien un type de femme, et tu le mets à un autre type de femme, mais ça ne rend pas du tout bien, quoi. Et après, c'est de l'apprentissage, tu vois, mais il m'a fallu au moins 7 ou 8 protos, quoi. Pour la femme. Pour la femme. Okay. Juste pour valider la morphologie. Hein. Et ouais, là, forcément, tu es obligé de faire des concessions. Et tu fais des concessions, ouais. Il y a cette problématique, je pense, enfin, j'imagine, de conception et de fabrication, mais est-ce qu'il y a aussi, par rapport au marché, peut-être que la femme achète différemment de l'homme ou comment? Ouais, carrément. Parce que ça, j'imagine que tu dois le prendre aussi en compte au moment de penser le produit. Tu doutes bien que je ne l'ai pas fait. Forcément. Ça va venir. On apprend. Hein. Exactement. Et non, mais en réalité, la femme achète plus, mais des choses dont elle a, comment dire, de ce que j'ai remarqué, hein, je ne veux pas généraliser, mais des choses dont elle va vraiment aimer le style. Typiquement, les femmes qui achètent mes jeans, c'est qu'une fois qu'elles l'ont essayé, elles disent « Ah ouais, il me va bien ». Parce que j'ai touché la bonne morphologie qui leur va bien. Ouais. Il faut que tu arrives à tomber sur la personne à qui ça correspond bien. Exactement. Là où, quand tu vas faire, par exemple, des vestes pour femmes, ça va directement parler à la personne, tu vois. Si le style visuel est beau, forcément, ça va l'attirer.
Là où les jeans, c'est quand même plus compliqué d'attirer un public femme. Justement, dans les marques dont on parlait, tout ce qui est Momotaro, etc., la tendance, c'est de faire que de l'homme ou ils vont faire les deux? C'est que de l'homme, ouais. C'est surtout l'homme, ouais. Ouais. Alors je sais que Evisu, alors je sais pas s'ils en font encore, mais je sais que Evisu, ils avaient fait de la femme, mais non, ils font que de l'homme. Et là, moi, ce que je me rends compte, c'est que mes modèles femmes plaisent aux hommes. Ah, c'est intéressant, ça. En fait, ça fait une coupe qui est vraiment atypique et qui se voit pas trop, en fait. Et ça se marie bien avec des styles, tu sais, un peu sartorial, par exemple, tu vois. Ah oui, ok, bien sûr. Ça aussi, peut-être qu'on peut l'expliquer, la partie sartoriale. Je sais pas Là, comment on on commence ça. à toucher aux puristes. Donc, commencez pas, ne nous insultez pas. Ouais, alors ça, je maîtrise moins. Mais c'est plus des styles qui s'inspirent un peu de l'homme des années 60, tu vois, je trouve, avec des tailles hautes. C'est un peu là, moi je trouve ça me rappelle un peu le goût du beau comme tu le décris, tu vois, genre. Bien sûr, mais c'est vrai, je trouve que c'est une certaine élégance, Ouais, c'est un peu une ça. certaine exigence. Et effectivement, oui, c'est des gens en général qui apportent beaucoup d'attention à la qualité, aux Exactement. coupes, qui sont forcément passionnés par le vêtement. Et c'est vrai aussi que ça peut se rapprocher avec le jean, parce que le jean aussi, il y a vraiment des puristes. Je sais plus quelle marque, je crois le Délave vraiment à l'eau de mer, je crois que tu peux leur envoyer. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Et donc, ouais, non, c'est vrai que le jean, tu t'adresses à un public qui peut être très niche, mais qui peut effectivement s'acheter de belles pièces. C'est moins commun que le t-shirt. par Ouais, exemple, carrément. Mais tu vois, c'est plus les hommes qui vont avoir cette démarche d'aller vers le produit de niche. Bon, après, moi, ça me va. Moi, je trouve ça trop cool de faire pour les femmes, finalement, tu vois, parce que tu peux tout faire, en fait. Là où les hommes, quand ça va être un peu extravagant, ils vont te dire, ouais, non, c'est pas ce qu'il me faut, c'est pas ce qu'il me faut. Ils sont peut-être moins réceptifs. Exactement. Les femmes, tu peux faire plein de trucs, tu peux essayer. Et donc, tu vas continuer. Et je vais continuer. Bah, j'en ai dessiné. Et donc, voilà. Eh ben, voilà, parfait. Et, donc là, on en était au prototype. Donc, on était à 7 à 8 pour la femme. Ouais. Et l'homme, t'en avais fait combien? Là, pour les premiers, c'est quand même allé rapidement. En 2-3, c'était fini, tu vois. 2-3, ok. Ouais, donc ça allait assez. Ouais, assez pour les vite, hommes, quoi. c'était assez rapide. Et donc là, sur les hommes, pareil, c'est que tu demandais à des amis ou à des gens de ta famille de les essayer Exactement. pour t'adapter aux différentes morphologies. Et pareil sur la femme. Pareil sur la femme. Ouais. Ok. Et donc, une fois que tu as tes prototypes, donc l'étape d'après, c'est quoi, la production? Ouais. Si t'es malin, t'arrives à les vendre avant de produire. Ah, et donc là, parfaite transition sur la précommande. Exactement. Donc aujourd'hui, chez Epoch, il y a les deux. Donc tu as des modèles qui sont disponibles immédiatement et tu en as qui sont en précommande. Ouais, bah du coup les précommandes sont terminées et là maintenant ils sont tous disponibles. L'idée c'est de proposer à des gens qui veulent avoir accès aux produits moins chers de le prendre en précommande. Pour la marque c'est un gain parce que tu arrives à vendre avant de produire. Donc t'es rassuré, voilà. La trésorerie pour... Exactement, d'avancer trop de trésor. Maintenant c'est vrai que le client final doit attendre 2 ou 3 mois, quoi. Autrement. Donc là, sur la précommande, donc du coup, pour le client, comment ça se passe en termes de prix, par exemple? Le modèle qui a 180 ou qui a 200, il passe à combien? On le faisait à 150. 150, au lieu de 180? Ouais, et au lieu de 200. On s'est pas embêté. On s'est dit que c'était un prix qui était raisonnable. Donc les deux étaient à 150? Ouais. Ah ouais, donc c'était une vraie offre, quoi. Bah ouais, franchement. Franchement, pour le même prix, tu peux avoir du salvage. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça d'ailleurs, on peut faire peut-être une petite parenthèse sur le salvage. On l'a pas trop expliqué. Ok. Il y aurait beaucoup à dire, mais. D'accord. Le principe du self-edge, c'est une contraction de self-edged. Donc le tissu, au lieu d'être coupé sur les bords, il va être auto-fini. Ça, c'est sur un type de métier à tisser spécifique que tu peux le faire. Les métiers à tisser à navette, comme on dit. Et donc ça, on en a encore en France, on sait encore On en faire. a encore en France, Ouais. hein, il y en a qui font ça encore. Juste, tu perds en productivité, puisque en fait, le fait que ce soit terminé sur les bords, tu peux pas aller au-delà de la lèse définie. Okay, bien Et sûr. en plus, souvent, c'est plus lent à produire. Donc souvent, on le fait plus trop. Et c'est pour ça que là, au Japon, ils ont un gros stock de machines comme ça, ce qui fait un peu leur renommée maintenant. Et c'est d'ailleurs ce que tu peux voir sur les jeans qui ont des liserés. Parce que souvent, vu que tu coupes sur des tissus self-edge, tu veux que ça se voit, donc tu vas couper à la lisière tes pans de pantalon pour que quand tu fais ton revers, tu vois que c'est un self-edge. Et du coup, d'où le nom aussi de liseré rouge, Exactement. en petit clin d'œil. Voilà, ceux qui aiment le selvedge. Ouais, le truc de connaisseur, quoi. C'est ça. Du coup, il y avait effectivement il y a cette partie précommande, et donc sur la précommande, tu t'attendais combien de précommandes pour y arriver? Est-ce que tu attendais les 50 ou un petit peu plus pour lancer la production? En fait, pour être honnête, la production était déjà prévue. Donc c'était un pari?
Je me suis dit, ok, je sais que j'ai la trésor pour m'en sortir. Mais voilà, si les gens veulent précommander, ils veulent soutenir, ils peuvent le faire. Et j'attendais pas vraiment grand-chose. Et tu vois, sans faire de publicité ou quoi que ce soit, j'en ai quand même vendu 25. Ce qui me faisait globalement la moitié de mes sales edge, tu vois. Ah oui, donc ça s'est fait juste sur les réseaux sociaux. Ouais. Ok. Réseaux sociaux, j'ai eu une relation presse avec Comme un camion. Ça a bien boosté. Et donc ça s'est fait comme ça. Et tu penses le refaire de la précommande à l'avenir ou... Il faut que je vois. Il faut que je Ok. vois. J'aimerais bien ne pas le faire. En fait, moi, c'est un truc qui m'agace d'acheter quelque chose et de pas l'avoir tout de suite. Ouais, je peux comprendre je peux être Donc, impatient aussi comme ça. si j'ai la trésorerie pour ne pas le faire, je le ferai pas. Et si j'ai besoin encore et que malheureusement, voilà, bah, je le ferai. Mais bon, l'idée c'est plutôt d'avoir le stock. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien être une marque établie qui a le stock et qui distribue. Donc là, ouais, une fois que tu as fait, donc là, ta production, et une fois qu'ils sont prêts, donc l'atelier te les envoie donc dans ton atelier à toi. Voilà, c'est ça. Et après, donc tu attends les commandes et tu les ships toi-même, tu les envoies toi-même au client. Exactement, pour l'instant. Pour l'instant, c'est comme ça. Parce que tu penses passer par un service qui s'en occuperait pour toi? Bah, j'aimerais tellement avoir 200 commandes par jour et me dire, oh, j'ai plus le temps. Ouais, ça va venir, ça va venir. Non, parce que c'est vrai qu'il y en a où le stock est dans des entrepôts. Exactement. Et en fait, quand la commande est passée, c'est l'entrepôt qui s'occupe de renvoyer, enfin d'envoyer, et qui peut peut-être même gérer les retours Ouais, pour toi. parce que moi, ma hantise, c'est d'être en congé et d'avoir une commande. Bah, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, comment tu fais ça? Je dis à mon père de le faire. Ok, donc faut pas que vous partiez en vacances ensemble. Voilà, c'est ça. C'est le secret. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, est-ce que tu le proposes toujours la mise à taille, peut-être que je le dis mal, à l'atelier, dans ton atelier? Moi, je le propose toujours. Je le dis pas sur tous les toits. C'est vraiment quand on me pose la question, Ok. avec plaisir. Les gens passent, et je prends les mesures et je leur fais, quoi. Et donc toi, tu es capable maintenant de faire Ouais, bien la sûr. retouche directement. Après, je retouche pas toute la jambe, je touche la longueur et la ceinture. Sur la vente et sur le e-commerce, un des sujets qui revient beaucoup, c'est les retours. Est-ce que toi, c'est une problématique qui te touche ou est-ce t'en as pas tant que ça finalement? J'en ai pas eu tant que ça, mais parce que je ciblais, enfin, les gens qui ont commandé, c'était un public déjà qualifié. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est des gens, s'ils ont des questions, ils te les posent. Et t'as une mini discussion. Et c'est à l'issue de cette discussion-là qu'il y a l'acte d'achat. Donc en fait, ils sont t'as déjà répondu à tous leurs trucs. Et quand tu leur envoies le produit, c'est effectivement ce qu'ils ont demandé, quoi. Donc t'as pas tant de retours que Bah, ça. j'ai pas eu tant de retour. Parce que c'est vrai qu'à un moment, tu étais dans des pop-up ou dans des boutiques. Peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai que je crois que tu me disais que ça aide quand même quand la personne peut le voir, l'essayer. Exactement. Parce que bon, c'est vrai que quand t'es pas une marque établie, c'est un budget, donc il faut avoir la confiance de la personne, lui donner envie d'acheter ton produit. Ouais, bien sûr. Et c'est une manière de rediriger les gens. Après, s'ils achètent en boutique, forcément, ton chiffre d'affaires, il est moindre. Mais quoi qu'il en soit, t'as au moins fait une vente, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, bien sûr, comme on disait, ça te permet de... Voilà, ça. Et ça rassure la personne de voir qu'il y a des boutiques qui vendent ce produit. Après, donc, dans la vie du jean, si tout se passe bien, donc la personne le garde, toi, tu as éventuellement fait les mesures. Et après, on peut peut-être reparler rapidement de la garantie à vie que tu proposes. Donc ça, comment ça se passe? Alors pour être honnête, de base, j'ai lancé en me disant, j'aurai jamais de retour. Ok. Parce qu'en fait, tu te dis, tu utilises que des bonnes matières. Ça doit tenir. Non, ça doit tenir, tu vois. Et il est vrai que moi, les premiers protos, je les porte encore. Écoute, j'ai toujours rien, quoi. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé depuis 2 ans. Mais je me suis dit, ok, on va quand même proposer la garantie à vie dans le sens où, si jamais il y a un pet, j'ai pas envie que le gars jette son truc et il en rachète un nouveau, quoi. Donc, les gens nous le renvoient. Et nous, on s'est associé avec un atelier au Kremlin Bicêtre qui fait que ça, de la réparation. Et on lui donne et il te le répare. Et tu peux, soit c'est un petit trou et on peut te faire une réparation qui ne se voit pas. Soit c'est un plus gros trou et forcément, comme tu vois, je peux me mettre là, tu vois, ça va se voir. Et là, c'est une discussion avec le client C'est quoi, c'est un patch? On va mettre un patch, ouais. Un patch, c'est ça. Ouais. Et en fait, lui, il a une technique qui est assez atypique. Déjà, il a une machine, une union spéciale à bras mobile qui fait qu'il peut aller réparer au milieu du jean sans l'ouvrir. Ça, c'est intéressant. Parce que sinon, tu es obligé de découdre. Tu es obligé de découdre sur les bords. D'accord. Pour avoir ton tissu qui est à plat. Lui, il peut le faire sans ça. Et en plus, il a une méthode de couture où il va coudre dans le sens de tes stries de ton sergé, qui fait que tu le verras encore moins. Ah, donc ça va faire comme un prolongement. Exactement. Ok.
Et ça fait que tu as des belles réparations qui se voient presque pas. Tu vois. Et c'est ça qu'on propose. Après, bien évidemment, si la personne veut avoir un truc plus atypique, on peut lui faire. Non, mais c'est intéressant et c'est vrai que je sais pas ce vers quoi va tendre in fine le marché, mais il y a des marques qui essayent aussi de le faire. Donc, Je pense que c'est important. Hein. bien sûr. Même si les marques le facturent, tu vois, autant payer 15 euros la rénovation de ton jean que d'en racheter un nouveau entier à 150 euros. Tu vois. Exactement. Puis c'est vrai que au moins c'est vraiment cohérent avec ce que tu disais sur la partie écologie. C'est ouais. Si déjà de base tu prends des bonnes matières et qu'en plus derrière tu as une garantie et vie, Ouais, tu as fait, je pense, le maximum que tu peux pour c'est limiter clair. l'impact, quoi. Ouais, je pense aussi. Alors, l'impact sera forcément toujours là, mais en tout cas, c'est très intéressant. Je voulais voir avec toi, parce que nous, on n'a pas encore lancé la partie marketplace, ce sera le 1er novembre. Mais comment ça s'est passé ou ce que tu as ressenti lors de ta première vente en dehors de ton réseau? Le premier vrai client qui ne te connaissait pas, C'était comment? trop bien. Bah ouais, C'était trop bien. C'était. comment ça s'est passé? En fait, donc j'ai fait Ulule. On n'en a pas parlé. Et mais, effectivement, c'est vrai que ouais, sur la partie communication, donc il y a Ulule et il y a les salons, si tu veux qu'on en Ouais. parle aussi. Un En petit fait, peu. avant de me lancer, du coup, j'ai fait une campagne de financement participatif. Bon, on va pas se mentir, 90% des gens, c'était des gens que je connaissais, indirectement ou directement. Mais bon, c'est important aussi qu'ils soutiennent le Voilà, projet c'est ça. et ça fait aussi de la communication. Parce qu'il y a des Exactement. gens qui étaient sur Ulule, même s'ils participent pas, ils voient passer le projet. Voilà, c'est ça. En plus, ce qui est bien sur Ulule, c'est que tu peux faire un peu une communication moyenne. On t'en veut pas trop, quoi, vu que c'est Ulule. Tu Ouais, vois. c'est accepté. Ouais, que bien ce sûr. soit pas encore professionnel. Surtout qu'elle était plutôt bien de mémoire ta page quand même. Enfin, Moi, j'avais bien aimé, mais le fait est que j'ai convaincu que 10% de personnes que je connaissais pas. Tu vois. ouais. Donc, déjà, voilà. Bon, ces 10%-là, je les compte pas trop parce que c'était souvent des gens qui achètent beaucoup sur Ulule. Donc c'est un public peut-être un peu particulier. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, pour la petite histoire, sur Ulule, j'ai fait les retouches pour tout le monde. Donc, j'allais chez les gens, les rencontrer, je leur présentais les jeans et je prenais leurs mesures. Incroyable. Et donc ça, c'était sur combien de clients? Il y en a qu'on a acheté plusieurs parce que voilà, ils m'aiment bien. Mais ouais, il y a peut-être 80 clients que je suis allé voir. Ah ouais, donc pour chaque client, t'es allé chez eux et t'as fait de la mise à taille Ouais. du pantalon. Et bon, C'est je les ai dingue. rencontrés. Bah, moi, je trouvais ça cool. Après, j'ai pas capitalisé dessus, mais bon, écoute, c'est la vie. Hein. Tu dis en termes de communication? Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est une belle histoire. Ouais, De se c'est dire que tu cool. vas avoir 80 clients Ouais. pour. Bon, dans le lot, il y en avait que je connaissais bien, donc souvent j'allais là-bas et je passais la soirée avec eux. Quoi. Oui, donc c'était forcément un peu plus agréable que Ouais, juste un aller-retour c'est ça. pour le jean. Mais bon, il y en avait que je connaissais pas. Déjà, il y a eux que j'ai réussi à convaincre. Bon, il s'avère que c'est une population qui est très particulière. Mais la première vente que j'ai faite à quelqu'un que je connaissais pas, c'était en boutique, mon premier pop-up store. J'avais pris un genre de. Il y avait plusieurs marques. Moi, j'avais pris un genre de portant. portant Ouais. pour moi. Et on devait faire les rotations pour vendre. Et là, j'arrive et là, quelqu'un qui me dit « Ah, ils sont beaux les jeans. Et elle dit à son mari « T'en veux pas un Moi, je fais genre « Non, comme vous voulez l'essayez. » Et comme ça s'est fait. Et... Parce que là, c'était la première fois que tu voyais un client en vrai. Ouais. Que tu étais face à un client. Tu étais Ouais. stressé un peu ou... Franchement, non. Non, ok. Ouais, tu t'es. J'étais pas stressé. J'ai essayé de répondre à ses questions. Et... Ouais. Puis c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant, et c'est aussi pour ça que nous, peut-être qu'à terme, on mettra des petits messages vocaux sur les pages produits ou des choses comme ça. C'est vrai qu'avec ce projet, on a la chance de parler à des marques toute la journée, et c'est vrai que quand on entend parler le créateur, on a envie d'acheter les produits. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un peu le problème, j'ai envie de tout acheter toute la journée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout c'est pas forcément sur ton site, mais d'une manière générale, on le voit sur les pages produits ou sur les pages présentation, il y a forcément beaucoup de chat GPT ou de standardisation qui fait que ça perd un peu forcément. C'est pas comme une personne qui te parle et qui va te parler de son produit. Non, c'est sûr. Donc je pense qu'effectivement, en réel, ça devait être, quand tu as le créateur à côté de toi pour te parler du produit, ça doit être assez exceptionnel quand même. Les gens apprécient effectivement. Tu vois, même, il y a une boutique avec qui je bossais. J'avais mis des vêtements à moi chez elle. Elle avait un peu de mal à les vendre initialement. Alors forcément, t'as pas tout le temps tout le discours. Elle m'a dit, mais viens, passe un samedi ou deux pour essayer. Effectivement, quand les gens te voient, tu dis, c'est moi, j'ai fait ça. Ils te posent des questions, tu vois, ils s'intéressent. Quoi.
Puis bon, vu que tu t'as fait de A à Z, tu peux tout Voilà, expliquer, des exactement, tu vois. anecdotes, expliquer le Et là, pour le coup, il tissu. n'y a pas de secret, quoi. Non, mais c'est vachement intéressant. Donc, ouais, première expérience de vente. C'était trop bien. Donc, bah, merci à ce couple Grave. de t'avoir fait. C'est clair. Tu verras, toi, quand tu feras tes premières ventes sur Bah ouais, j'ai Liserait hâte. Rouge, tu vas être comme un fou. Tu vas regarder ton. Je sais pas si c'est Shopify ou pas. Ouais, Shopify, ouais, ça, on va Tu vas regarder regarder les statistiques. ce que ça donne. Non, mais c'est vrai que ça doit faire quelque chose. Donc j'ai hâte. Et t'as pas une nouvelle de ce couple depuis Écoute, non. Non. Bon, bah, Je pense que tout va bien. Hein. bah, c'est qu'ils doivent être satisfaits. Hein. Ouais. Bonne nouvelle. Ça lui faisait un vrai flow, mec. Bah, du coup, ce gars-là, il a acheté un jean pour femme. Ah, donc la première vente, c'est un jean pour femme Ouais. que t'as vendu à un homme. Exactement. Et ça lui faisait un vrai style, quoi. Et ouais, du coup, ça va pas du tout freiner que ce soit pour femme. Okay. Non. Mais maintenant, je dis que c'est unisexe. Parce Ouais, qu'en vrai, c'est réel. Hein. Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'à in fine, tu pourrais le vendre comme ça, quoi. Si t'expliques bien, j'imagine, la coupe sur le site, ça. Voilà, pour éviter qu'il y ait des tombés qui soient différents. C'est juste au niveau des photos, il faudrait que je fasse d'autres photos ouais. pour montrer que c'est unisexe, quoi. Et justement, là, dans l'avenir un peu de la marque et dans ce qui arrive dans les prochains mois, je crois qu'il y a un projet bientôt. Il y a un gros projet, là. Ah, là, il faut qu'on en parle. Donc, je crois que c'est le 17 octobre. Ouais. C'est ça. En fait, du 17 au 19 octobre, tu as le premier pop-up 100% époque. Donc là, tu partageras pas avec une autre marque. Exactement. Et je le fais en collaboration avec l'atelier au Kremlin Bicêtre dont je te parlais, qui répare les jeans, Repair Jeans. En fait, on a eu une démarche, c'est de se dire, OK, on répare nos jeans. Ça, vous savez faire. Ça, voilà, ça, on sait faire. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça aussi pour d'autres jeans qui existent déjà? Et c'est là où on s'est dit, OK, on va prendre des pièces emblématiques du jean, on va les retaper complètement et on va leur apporter un truc en plus, quoi. Et c'est là où on a commencé. En fait, d'abord, je vais chez lui un peu par hasard. Et il me dit, et on commence à parler de ce qu'on fait. Et il me dit, mais toi, tu fais quoi? Je lui dis, bah, je lance une marque. Il me fait, ah ouais, mais moi, ça m'intéresse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le gars qui gère Hyper Jeans, c'est un peu un vieux briscard, tu vois. Okay. Vraiment, il est grisonnant et il a de la bouteille dans le jean, tu vois. Il dit, ah, moi, je cherche des petits jeunes comme toi pour faire un truc, je sais pas quoi, mais un truc qu'on pourrait faire ensemble. Et là, ça me fait réfléchir et je me dis, OK, attends. Donc, je prépare un bon PowerPoint comme un bon consultant, tu vois. Je fais, on va faire ça, regarde. Donc, on prend des 500 des années 80-90, tu vois, vraiment emblématiques, avec un beau tissu fait aux États-Unis, tu vois. Et on les retape complètement. Il me dit, ah, mais c'est marrant, ma femme aussi, elle répare un peu, mais à la japonaise, un peu, avec du sashiko, du boro, ça te dit pas? Et là, je lui dis, OK. Je retourne chez moi, PowerPoint, je fais, on va faire ça. Et là, on s'est lancé. Et... Donc voilà, donc c'est ça. Donc tu as acheté des jeans 501 voilà. Vintage d'occasion, et donc vous avez appliqué des patchs dessus pour faire des modèles. En fait, ils étaient tout déchirés. Ok. Et on les a patchés, on les a recustomisés avec des broderies à la main, des toilages. Et en fait, c'est un peu la combinaison entre le savoir-faire de Repair Jeans au niveau de la réparation, moi au niveau de ce qu'on veut faire sur les jeans et aussi du sourcing. Et de la femme du gars qui gère l'atelier, de Georges, qui elle va ajouter sa patte à la main, tu vois, pour créer des trucs uniques, quoi. Et donc là, il y aura combien de modèles? Il y aura que 15 modèles. Il y aura que 15 modèles. Donc... Ça va du modèle assez, entre guillemets, simple, réparation pure et dure, au vraiment modèle le plus élaboré possible, avec un travail à la main impossible. Ça, nous, de toute façon, on le partagera sur Liserait Rouge. Trop bien. On sera là aussi. Trop bien. Normalement, donc voilà, si vous êtes par là, n'hésitez pas à passer, vous aurez toutes les coordonnées pour venir le 17 octobre soutenir ça. À la soirée, et voir vernissage. Voilà, donc ce sera une petite soirée, c'est ça? Ouais, petite soirée avec un DJ set. Donc, hâte de voir ça. Et c'est une super idée et c'est une belle initiative. Donc, trop bien. Je me dis, tant qu'il y a un tir de l'argent, tant que ce soit pour faire la teuf, quoi. Complètement. On s'approche de la fin. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui voudrait monter sa marque, ou des choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, ou... Un conseil, c'est toujours penser petit initialement, quoi. Ne pas se dire, ah ouais, mais j'ai un super produit, ça va marcher, c'est sûr. Ça arrive jamais. C'est que tu fais souvent un truc pas terrible, puis tu refais, et à la fin, ça devient quelque chose. Faut itérer de toute façon depuis le début, bien sûr. Voilà, ce serait plus ça. Non, c'est très, très bon conseil.
Est-ce qu'il y a, pour terminer aussi, des choses que tu voulais évoquer, qu'on n'a pas mentionnées? Suivez Liseré Rouge. Suivez aussi Époque, c'est important. C'est important de donner de la force au Voilà, projet. c'est ça. Et non, je crois qu'on a tout dit. Hein. On a fait pas mal de choses. Bon, et puis après, on va terminer sur les questions un peu, parce que le podcast s'appelle Le goût du beau. Donc, on va te questionner un petit peu sur la beauté, sur les 5 dernières minutes qui nous restent. Est-ce qu'il y a un quartier de Paris ou une ville que tu trouves particulièrement belle? Ou pays d'ailleurs, des voyages que tu avais fait ou des choses qui t'ont marqué? Moi, une des villes qui m'inspire beaucoup dans le mode de vie et dans... Alors, pas trop en mode, mais dans le mode de vie, c'est Annecy. Ce truc entre montagne, lac, et en même temps, la vieille ville, elle est hyper belle, hyper atypique. Ouais, je pense que ça m'inspire pas mal. C'est une belle ville et c'est vrai qu'ils ont une belle région. Ouais, c'est trop bien. Je suis bien d'accord avec toi. Dans les objets qui sont liés à la mode, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves particulièrement beau? Ça peut être, tu parlais de bracelets ou de pièces, ou des choses qui te font rêver. Moi, comme je t'ai dit, le blouson en cuir. Blouson en cuir, ouais. Ouais. Il y en aurait un dans lequel tu aimerais investir si... Moi, en ce moment, là, je chine du Avirex. Avirex, ok. Tu penses craquer? Hein? Ouais, je pense craquer, mais après, ce qui est chiant quand tu chines, c'est que tu sais pas si ça va t'aller. Bien sûr, c'est un peu la limite. Mais le Avirex, là, ça me... Ouais. Ouais, Je me dis avec un beau jean époque, ça peut bien marcher. Faire un truc, ouais. Toi, prochain shooting avec... C'est tellement une pièce forte que ça prend toute la place, en fait. Ouais, tu penses que là, on verra passer le... Ça va éclipser tout le reste, ouais. Je comprends. Et en dehors de la mode, est-ce qu'il y a des objets ou quelque chose que à chaque fois que tu le vois, tu dis... Moi, j'étais très modélisme. Tu sais, la petite figurine, les trucs de détail et tout, ça me parle aussi, tu vois. Ouais, ok. À chaque fois, quand je croise des gens qui font de la peinture sur figurines et tout, ça me... Ouais, ça te fait quelque chose. Ouais, c'est très fort. Et c'est vrai que t'es vraiment sur le détail. Ouais. Et c'est dingue, hein, la patience qu'il faut. Et le jeu des textures pour que tes pigments ils rentrent bien dans les zones et tout. Non, franchement, c'est... Est-ce que t'aurais un feed Insta ou Pinterest à nous recommander? Moi, j'aime bien celui de Long John Denim Blog, comme je vous ai dit. T'as des belles photos, c'est très tourné autour du jean, forcément. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est intéressant, on ira voir ça. Et après, pareil, pour terminer sur ça, un livre, une série, un film, peut-être une peinture qui t'ont marqué visuellement. Le Parrain. Le Parrain. Ouais, Le Parrain 1. Les jeux de lumière entre les costumes noirs, l'atmosphère sombre et le soleil resplendissant, tu vois, au mariage par exemple. Non, ça me parle. Ouais, je vois exactement là. Le gros contraste, tu vois, avec les images bien à l'ancienne. Le grain, ouais. Ouais, le grain qui est dessus, ça c'est intéressant, ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Et enfin, la dernière question, si tu pouvais embellir quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Moi, j'embellirais, je pense, les portes. T'as souvent ce truc-là, quand tu es dans un appartement, tout est hyper sobre, hyper simple. Je pense qu'il y a un truc à faire. Ouais, sur les portes, tu trouves qu'il y a... Ok, j'ai un copain menuisier et justement il se lance là-dedans. Ah ouais, donc voilà. On mettra son nom aussi. Exactement. Non, mais c'est vrai que ça me fait penser que j'avais lu le livre qui s'appelle de mémoire After Steve, qui parle d'Apple après la mort de Steve Jobs. Et il travaillait notamment sur leurs nouveaux locaux. Et c'est vrai que sur les portes, il y a pas mal d'anecdotes parce qu'en fait, il voulait que tout soit le plus épuré possible. Et donc, c'était des portes en verre. Mais les gens, en fait, marchaient apparemment comme des zombies avec les bras devant parce qu'ils les voyaient pas. Et donc, il y a 2-3 personnes qui se sont fait mal. Et donc, ils ont dû mettre, même si c'était pas le plus beau en termes de design, des patchs pour que tu vois qu'il y a une porte devant toi. Tellement naze. Voilà. Donc voilà, malheureusement, c'est dommage. Et c'est un peu ce qui était reproché à Johnny Ive, qui est l'ancien designer de chez Apple. En tout cas, Kevin, merci beaucoup pour ton temps et pour cet échage. Encore bravo pour ton projet. Merci. De participer avec nous à Liseré Rouge. Avec plaisir. Merci d'avoir fait ce premier épisode. Merci aussi à vous de nous écouter. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez le moindre feedback sur ce qu'on a fait ensemble. On a l'idée de proposer un forum. Donc voilà, si vous voulez qu'on échange dessus, n'hésitez pas. On mettra aussi un fil peut-être pour Époque si vous avez des questions sur la marque. Et puis voilà, pensez à vous abonner, à nous suivre. Et encore merci pour tout, ça nous aide énormément. Merci beaucoup Kevin, à bientôt. Merci Vincent, à plus. Salut.